Bien, merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais finalement commencer cette intervention par la proposition qui m'était faite en termes de titre, c'est-à-dire finalement, est-ce qu'il y aurait un intérêt particulier à utiliser, par exemple, plutôt un GPS, plutôt une carte, évidemment, en liant ça avec l'apprentissage. La question qui est derrière, finalement, c'est est-ce que je vais, moi, en tant qu'apprenant, avoir des performances peut-être plus fortes quand j'utilise une méthode traditionnelle, ancienne, j'en fais un peu exprès d'utiliser des mots connotés, et puis inversement, une technologie qui serait nouvelle, peut-être dans l'idéal plus efficace, ou au contraire moins efficace. Ce qu'on va essayer de voir finalement, c'est est-ce que dans ces moyens qui coexistent d'arriver à un but, ici trouver son chemin, il y en a un qui est plus efficace que l'autre, ou est-ce qu'il faut prendre la question différemment? Est-ce qu'on a vraiment besoin de les opposer? Donc pour ça, je vais m'appuyer, et c'est peut-être un premier point sur lequel j'aimerais insister, je vais m'appuyer sur des données scientifiques. Il se trouve que dans ce domaine, on entend beaucoup de choses. Il y a aussi des partis pris qui sont vraiment idéologiques sur le numérique, dans un sens ou dans l'autre, parfois. Il faut être conscient que maintenant, on a des données scientifiques qui nous permettent de mieux comprendre ce qui est efficace et ce qui ne l'est pas, ce qui a des effets bénéfiques pour les apprentissages ou ce qui a parfois des effets délétères. Alors, comment on peut les évaluer? En fait, les méthodes sont assez simples. C'est des méthodes qui sont classiques en sciences et en médecine, par exemple. On va utiliser des études expérimentales. Par exemple, j'ai envie de savoir si on apprend mieux quand on lit sur papier ou quand on lit sur écran. Eh bien, je peux proposer une tâche comme ça à des étudiants. Ensuite, je vais multiplier les mesures. Je vais évidemment le faire sur des grands groupes de quelques dizaines au minimum de personnes. Et puis, je vais pouvoir, par exemple, recueillir des indices de performance. Par exemple, je peux essayer de mesurer leur apprentissage, ou leur niveau de compréhension, ou le degré d'acquisition de leurs compétences techniques après cet épisode d'apprentissage. Comme ça, je vais pouvoir comparer avec des méthodes scientifiques classiques, c'est-à-dire des statistiques inférentielles notamment, s'il y en a un qui est plus efficace que l'autre. Je peux également faire la même chose sur, par exemple, leur degré d'engagement, de motivation. Quand on a des études comme ça, on va s'intéresser avant tout à ce qu'on appelle la taille de l'effet. Donc c'est la petite flèche verte que j'ai ajoutée. L'effet peut être de faible amplitude ou de forte amplitude. Maintenant, quand on a une étude, c'est bien. Quand on en a plein, c'est encore mieux. Et donc là, il y a notamment pendant la période de confinement, il faut être honnête, beaucoup de scientifiques sont mis à faire ce qu'on appelle des méta-analyses, parce qu'on ne pouvait plus faire d'études. Donc tout le monde a fait des méta-analyses. Finalement, c'est quoi une méta-analyse? Une méta-analyse, je vais aller chercher toutes les études qui sont sur un domaine, qui comparent par exemple papier à écran, ici, et puis je vais mesurer les tailles d'effets, c'est-à-dire les petites flèches vertes de tout à l'heure. Et ça me permet de voir si, par exemple, l'effet est plutôt positif, négatif. Ce sont des résultats fictifs pour l'instant, c'est pour me maintenir le suspense dans mon intervention. Donc là, vous voyez l'idée. Maintenant, quand on a des méta-analyses, l'avantage, c'est que parfois, ça repose sur plusieurs dizaines de milliers d'apprenants, contrairement aux études individuelles. Donc je vais m'appuyer sur ces deux types de méthodes. Alors la première question, finalement, la plus classique quand on s'intéresse au numérique, comme vecteur d'apprentissage, c'est de s'intéresser par exemple aux effets sur la lecture. Est-ce que par exemple, si je vous donne un texte à lire sur un écran ou sur du papier, vous allez être plus performant sur l'un ou l'autre des supports? C'est une activité qu'on réalise quotidiennement, de lire sur écran maintenant. Je ne vous apprends rien en disant ça, on est constamment en train de lire sur écran. Alors là, je vais m'appuyer sur une première méta-analyse, il y en a eu plusieurs dans le domaine, sur les effets donc, de la lecture papier versus écran. Donc à chaque fois, c'est le même texte qui est donné à des étudiants ou à des élèves plus jeunes d'ailleurs, dans les deux conditions. Donc là, c'est une information qui n'est pas très importante pour vous, mais il y a une quarantaine d'études, par exemple, dans cette méta-analyse. Et ce que je vais vous présenter sur le graphique, c'est donc les résultats en termes de taille d'effet. Vous voyez que tout ce qui est à gauche en termes de taille d'effet sera plutôt bénéfique pour l'ouvrage, enfin tout ce qui est imprimé, et tout ce qui est à droite sera plutôt à bénéfice pour le numérique. Les résultats sont assez clairs, c'est qu'en fait, on apprend et on comprend moins bien quand on lit sur écran. Ce qui est un résultat surprenant au regard du temps qu'on peut passer à lire sur écran.
Alors, je relativise un peu les résultats. Dans toutes les méta-analyses, il y a ce qu'on appelle des facteurs modérateurs. Parmi ces facteurs modérateurs, il y en a quelques-uns qui sont inquiétants. Le premier, c'est que c'est un effet indépendant de l'âge. On pourrait se dire que ça affecte les lecteurs les plus jeunes. Ce n'est pas le cas. Ça affecte toutes les catégories d'âge, y compris nos étudiants, par exemple. C'est un effet indépendant de l'année de publication. Alors pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'on pourrait dire aussi, bah oui, mais les vieilles études, c'était sur des écrans cathodiques qui faisaient 50 cm de profondeur, on lisait moins bien. Encore une fois, c'est faux, y compris dans les études récentes, on a les mêmes effets. Alors par contre, ce qui est plus rassurant, si l'on veut, c'est qu'en fait, c'est un effet qu'on observe surtout pour des textes scientifiques, explicatifs. Sur la lecture loisir, on l'observe moins, cet effet. Mais on est quand même là dans l'idée de travailler sur les apprentissages, donc plutôt dans la catégorie qui est affectée par la lecture à l'écran. Cet effet est particulièrement vrai lorsqu'il y a une pression temporelle, lorsqu'on est obligé de lire vite, comme par exemple dans un examen, ou les exemples assez classiques, vous savez, par exemple dans les évaluations qui sont faites dans les collèges, lycées, les évaluations des compétences en lecture, il y a plein d'études internationales qui ont montré que quand les élèves font ça sur écran, ils ont des moins bonnes performances dès le plus jeune âge que sur papier. Une des hypothèses explicatives de ces résultats, c'est qu'en fait, la lecture à l'écran serait plus superficielle. En fait, ce n'est pas le dispositif qui est en cause, c'est la manière dont on l'utilise en tant que lecteur. On aura un engagement moins profond dans la tâche. Voilà, il y a des faits qui semblent aussi plus faibles sur les tablettes, mais là, il y a beaucoup moins d'études. Et justement, si on s'intéresse aux tablettes maintenant, là je quitte le champ de la lecture, vous savez qu'il y a aussi un débat sur est-ce qu'on introduit des tablettes dans les classes, dans les amphis, etc. Alors c'est un débat qui n'est pas nouveau, puisque j'ai trouvé dans cette fresque de l'année 30, pas 1900, vraiment l'année 30, un débat entre une personne qui utilise une tablette stylet, à cire, certes, et un papyrus. C'est une fresque qui vient de Pompéi, et c'est un débat qu'on retrouve encore actuellement dans la littérature scientifique. Ce que l'on sait, c'est que les effets de l'introduction des tablettes dans les classes sont mitigés. C'est-à-dire que même si on a des effets positifs, alors surtout en termes d'intérêt, de motivation, ou de climat de classe, il y a une belle étude allemande qui vient de sortir là-dessus, les effets sur l'apprentissage sont plus mitigés. Pourquoi? Parce que c'est un argument que je vais défendre tout à l'heure, ça dépend de ce qu'on met dans la tablette, en fait, tout simplement, plus que l'outil lui-même. Alors une question qui est assez classique quand on s'intéresse au numérique, quand vous enseignez, vous l'avez certainement vu, il y a une bonne partie des apprenants qui prend des notes sur ordinateur, une autre partie sur papier. Donc on est bien dans la logique, là, numérique versus papier. Et là, il y a quelques études intéressantes. Alors il y en a une qui a fait le buzz il y a une dizaine d'années, c'est l'étude de Müller et Oppenheimer, où ils ont comparé la prise de notes d'étudiants, soit sur le papier, soit sur ordi. Et cette étude, pourquoi elle a fait le buzz? Parce qu'à l'époque, alors, ils ont montré que, certes, on tape plus vite qu'on écrit. En fait, il y a une information qu'il faut que vous ayez en tête, c'est qu'on parle 10 fois plus vite qu'on écrit. Donc de toute façon, la prise de notes est un exercice très complexe. Mais cet écart est réduit quand on utilise l'ordinateur. En tout cas, pour les jeunes générations, pas forcément pour toutes. Je me mettais évidemment dans la deuxième catégorie. Une des conséquences, c'est que les notes sont plus complètes, en fait, quand on prend sur ordi. Mais par contre, ce qu'ils avaient montré à l'époque, c'est que la compréhension était plus élevée sur le papier. Alors, attention, je vous dis, ça a buzzé pour ça, puisque tout le monde a dit, bah, voilà, interdisons les ordis dans les amphis, etc. Alors depuis, les résultats ont un peu changé. Je vais vous montrer une autre étude qu'on avait réalisée, nous, dans un amphi. Pourquoi je fais ça? Parce que ça a été évoqué par Pascal tout à l'heure, mais en fait, il faut être honnête, quand les étudiants sont avec des ordinateurs dans les amphis, certes, ils prennent des notes, mais ils font beaucoup d'autres choses. Entre autres, ils font ce qu'on appelle du multitasking, du multitâche. Et ce qu'on avait montré dans cette étude, ce n'était pas ce qu'on attendait forcément, mais c'est que les étudiants qui prenaient des notes sur ordinateur mémorisaient moins bien le cours. En fait, dans cette étude, on avait interrompu un cours au bout de 20 minutes et on avait demandé aux étudiants est-ce que vous avez fait du multitasking, combien de messages vous avez envoyés, combien de fois vous êtes allé sur Instagram, etc. Ils n'étaient pas au courant, évidemment, pendant les 20 premières minutes qu'on allait faire ça. Donc, c'était des vraies conditions d'apprentissage. Et on leur a ensuite posé des questions sur le contenu des 20 premières minutes de cours. Ce que l'on constate, c'est qu'en fait, les étudiants sur papier ont un meilleur score. Mais en fait, est-ce que c'est vraiment l'ordinateur qui est responsable de ça? Quand on a interrogé les étudiants sur leur pratique, eh bien, on a constaté qu'en fait, tous les étudiants, quasiment, faisaient du multitasking numérique, c'est-à-dire qu'ils envoient des messages, etc., soit sur leur téléphone, soit sur ordi. Mais ce que l'on constate, c'est que ceux qui ont leur ordinateur devant les yeux en font beaucoup plus que les autres. Et
Ils ne font pas moins, par contre, ce qu'on appelle le multitasking classique, c'est de discussion, de dessin, de mots croisés, etc. Donc, un des inconvénients du numérique, dans ce cas-là, ce n'est pas le numérique en lui-même, c'est ce qu'en ont fait les étudiants, c'est-à-dire qu'ils ont fait autre chose. Et au regard de ce qu'on a vu tout à l'heure, vous voyez bien que le partage de l'attention entre ces deux tâches fait qu'on apprend et on comprend moins bien. Si je reviens à la discussion sur les notes, ah oui, alors peut-être juste avant de le faire, juste pour vous dire qu'en fait, c'est très clairement montré que toutes les pratiques de multitasking sont très liées à la réussite aux examens. Plus on fait de multitasking en cours, et moins on réussit à l'examen, et moins on apprend. Hein, contrairement à ce qu'on pense de cette fameuse génération qui saurait tout faire en même temps sur le digital, c'est faux. Voilà, maintenant, quand on contrôle ce facteur de distraction, eh bien, ce que l'on constate, si je reviens à ma comparaison ordinateur-papier, eh bien, c'est qu'on retrouve bien dans la dizaine d'études qui a été analysée dans cette méta-analyse, on retrouve bien les premiers résultats que je vous disais, c'est-à-dire vitesse plus élevée, note plus complète, mais en tout cas, il n'y a pas d'effet sur l'apprentissage. Donc là, une sorte de neutralité du numérique sur ce point-là, sur l'aspect apprentissage. Par contre, il y a toujours cette idée que, là, c'est un petit avantage, les notes sont plus complètes, alors parfois également plus redondantes avec ce que dit l'enseignant. Il y a moins de synthèse, etc. Si je continue avec un autre élément qu'on utilise au quotidien, quasiment, ce sont les diaporamas. Alors, est-ce qu'on apprend mieux, par exemple, ou est-ce que vos apprenants vont mieux comprendre votre discours si vous l'accompagnez d'un diaporama ? Alors là, on a quelques données, puisque depuis 30 ans, quand même, il y a quand même des études qui ont été publiées. Donc là, les conditions, c'est cours traditionnel versus cours avec un diaporama qui est ajouté. Donc c'est une méta-analyse, vous commencez à comprendre le principe. Donc là, tout ce qui sera à gauche, c'est plutôt favorable à la méthode traditionnelle, tableau blanc ou tableau noir, et puis à droite, ce qui est plutôt favorable au diaporama. Eh bien, quand on a ce genre de résultats dans une méta-analyse, on se dit que les conclusions ne vont pas être faciles. Voilà. Donc, une fois sur deux, ça marche. Hein, une fois sur deux, on a les résultats inversés. Ce qui fait qu'au final, on a un effet moyen qui est de très faible ampleur et qui n'est pas significatif dans cette méta-analyse. Alors maintenant, je vais utiliser ça pour passer à peut-être la deuxième partie de mon intervention pour dire, finalement, est-ce que comparer le diaporama à la situation sans diaporama, c'est la bonne manière de faire ? L'idée, c'est quoi? C'est que de toute façon, les diaporamas, tout le monde les utilise. Les GPS, ils sont dans toutes les voitures. Est-ce que la question qu'il faut se poser, c'est pas plutôt, est-ce qu'on ne devrait pas chercher à améliorer ces supports d'apprentissage plutôt que de vouloir les comparer à des méthodes plus traditionnelles? Et donc, dans les travaux que je mène, moi par exemple, mais je ne suis pas le seul à faire ça, l'idée, c'est qu'on va utiliser tout ce qu'a pu vous présenter Pascal Binquet tout à l'heure sur l'attention, la mémoire, etc., pour essayer d'optimiser les ressources pédagogiques. C'est-à-dire, pour donner un exemple très concret, il vous a montré qu'on pouvait capturer l'attention en changeant une couleur ou avec un déplacement. Eh bien, on peut utiliser ça, par exemple, dans un diaporama. Alors, pour respecter le temps, je vais essayer d'accélérer un peu. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, dès lors qu'on fait des diaporamas, on est toujours très fier de ce qu'on a fait, un peu comme ses enfants. Et donc, l'idée, c'est qu'on n'est pas forcément armé pour construire les diaporamas de la bonne manière. Et il se trouve qu'en fait, il y a un certain nombre de travaux qui sont assez intéressants. Alors là, c'est des collègues dans une université en pharma qui ont accepté de se prêter au jeu, de donner toutes leurs diapositives de cours à des gens qui les ont expertisées, en fait, sur la base de principes de conception de documents pédagogiques. Je vais vous citer quelques-uns de ces principes tout à l'heure. Alors, on se dit, oh, ça aurait pu être pire. Alors, c'est peut-être que les collègues qui ont accepté de donner leurs diapos, ils étaient à peu près sûrs de leur coup, mais il y en a quand même 1 sur 4, en moyenne, qui ne respectent pas les principes de base d'ergonomie des diaporamas. Il y a des écarts forts entre enseignants, évidemment. C'est-à-dire que pour certains, c'est 0%, pour d'autres, c'est une diapo sur 2 qui est à refaire. Alors, la question qu'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que ça vaut vraiment le coup de les refaire si on a ce type de principes de conception. Alors, je vais vous montrer quelques-uns de ces principes en allant très vite, encore une fois, mais il y a un certain nombre d'études qui montrent, par exemple, alors ça, voilà, ça c'est un diaporama qu'il ne faut surtout pas faire. Alors, j'ai cumulé quelques erreurs classiques ici. Hein. La première, par exemple, c'est, je vais la changer tout de suite, c'est par exemple d'utiliser des polices
avec empattement, celle qui est en haut, en rouge, là. Il faut utiliser des polices sans empattement, il faut favoriser les contrastes de luminance, éviter le rouge saturé parce qu'au niveau de la FOVEA qui nous sert à lire, on est très mal équipé pour cette couleur. Il faut faire ce qu'on appelle, j'ai des collègues américains qui disent désherber le document. Enlever toutes les images qui sont là et qui ne servent absolument à rien et qui vont détourner l'attention de l'apprenant des éléments importants. Une diapositive, c'est une diapositive pour les apprenants, ce n'est pas une diapositive pour soi, donc on n'est pas obligé de s'en servir comme pense-bête. Il faut, en fait, vous voyez, l'idée c'est quoi? Par exemple, si c'est le schéma qui est important, eh bien je vais le mettre au centre de ma diapo. Si c'est un schéma complexe, quand je vais parler, les étudiants risquent d'être perdus, donc je vais guider leur attention. Je mets du rouge, vous voyez, toutes les études qui vous ont été présentées tout à l'heure étaient des études fondamentales, eh bien on peut en faire de l'amélioration, ici en capturant l'attention sur le bon élément au bon moment. Voilà, alors, si on modifie ces diaporamas en fonction de ces principes, est-ce que ça marche? Alors là, ce qui est intéressant, c'est que j'ai essayé d'aller chercher des études dans les domaines qui sont les vôtres, et c'est le cas parce que c'était, voilà, vous allez peut-être, pour les spécialistes, reconnaître le contenu. Donc en fait, ce que vous avez à gauche, c'était les diapos d'origine, et à droite, c'est les diapos modifiés sur la base des principes de conception. Donc par exemple, limiter le texte à l'écran, utiliser plutôt des graphiques organisateurs, enlever les images qui servent à rien, etc. Enlever le texte à côté des images, parce que c'est nuisible, ce qu'on appelle l'effet de redondance. Alors est-ce que ça fonctionne? Eh bien là, vous connaissez la méthode, pré-test, post-test, ça c'était la première version du diaporama, ça c'est la seconde, avec des étudiants donc, en médecine. Donc vous voyez qu'il y a une amélioration des performances d'apprentissage quand on modifie ces diaporamas. Je vais essayer d'avancer, je quitte le domaine des diaporamas pour aller plutôt du côté de l'apprentissage par l'illustration. On sait qu'en sciences, on apprend beaucoup par le schéma, voire, je vais en parler tout à l'heure, par le dessin. Alors ça, c'est pas nouveau, parce qu'on l'oublie parfois, mais le premier qui a fait cette hypothèse, c'est Comenius en 1658. Comenius, c'est le premier manuel scolaire illustré, en fait, avec une leçon sur l'anatomie. Alors je ne sais pas si c'est très visible, mais en fait, Comenius, il va non seulement illustrer, c'est le premier à le faire, mais il va mettre des petits chiffres qu'on retrouve dans le schéma. Regardez le nombre de manuels qui ont oublié ces principes de base aujourd'hui. 1658. Alors ça, c'est une des leçons. Il y en a une autre que j'aime beaucoup, qui est moins dans le thème, mais je ne peux pas m'empêcher de vous la mettre. C'est la leçon numéro 125 sur la torture, c'est-à-dire qu'on apprenait aux jeunes élèves les différents châtiments qui existaient avec plein d'images, etc. Alors si je reviens à la littérature actuelle, ce qu'on sait depuis longtemps, c'est qu'effectivement, on apprend mieux lorsque les textes sont illustrés. Il y a énormément d'études qui montrent ça. Par contre, ce qui a été montré, c'est que parfois, les apprenants ont tendance à considérer les images comme peu informatives et à ne pas les traiter, ou à les traiter de manière superficielle. Une des idées qui commence à apparaître dans la littérature, c'est d'aller en fait vers un traitement plus actif, pourquoi pas en faisant apprendre en dessinant. Plutôt que de fournir les schémas, eh bien, on va demander à nos apprenants de dessiner. Vous voyez l'idée d'un traitement actif de l'information. Alors, il y a très peu d'études. Dans la méta-analyse qui est en bas, là, ils ont recensé une dizaine d'études, et en plus avec de gros problèmes méthodologiques. Alors la question, c'est est-ce que je peux le faire sur papier? Est-ce que je peux le faire sur tablette? Et puis surtout, est-ce que j'ai besoin d'être De Vinci pour réussir à apprendre à travers le dessin? On verra que ce n'est pas le cas. Alors, sans, encore une fois, passer trop de temps là-dessus, il y a quelques études intéressantes qui sont sorties. Il y en a une qui vient de sortir dans le domaine de l'anatomie, justement, donc l'apprentissage par le dessin. Alors, donc là, vous avez la première illustration qui est à l'écran, c'est le cours. Ensuite, les étudiants sont amenés à soit faire des résumés du contenu, donc c'est déjà un traitement actif, hein, soit à dessiner sur papier, soit à dessiner sur tablette. C'est la première fois qu'ils utilisaient une tablette et qu'ils dessinaient dessus. Je le précise parce que ça va évidemment influencer les résultats. Ce que l'on observe, c'est qu'il n'y a pas d'effet en termes d'apprentissage dans cette étude. Les trois supports sont équivalents. Les trois méthodes actives ont été aussi équivalentes. En revanche, on s'y attend, c'est assez classique, mais il y a un effet sur la motivation, notamment quand il y a des tablettes. C'est un grand classique. Quand on introduit notamment de la nouveauté numérique, il y a un effet qu'on appelle l'effet waouh. Les étudiants sont motivés. Alors le problème, c'est est-ce que ça dure au-delà de une ou deux séances. Mais il y a un effet de motivation.
En revanche, ce qu'ils constatent, c'est qu'il y a un effet très fort de la qualité du dessin lui-même sur l'apprentissage. Or, un certain nombre d'étudiants ont été en difficulté sur le dessin, ici, parce qu'ils devaient le générer à partir de zéro. On a en ce moment un projet, qui est le projet Sketch, en fait, qui est un projet qui est basé sur Rennes, où on travaille en fait avec une équipe d'informaticiens et 2 centres de formation, un centre de formation en soins infirmiers, puis un centre de formation plutôt sur des kinés. Et on est en train de travailler avec eux sur ce qu'on appelle de la conception centrée utilisateur, c'est-à-dire travailler avec les formateurs, avec les étudiants, pour mettre en place justement un projet d'apprentissage par le dessin en anatomie et en physiologie. Et là, pour que vous compreniez, le formateur enregistre son dessin sur l'outil, et l'étudiant peut le rejouer en temps réel, c'est la partie qui est à gauche, peut le rejouer en temps réel pour pouvoir dessiner lui-même, recopier le dessin. Alors on se disait, recopier, ce n'est pas une activité très intense d'un point de vue cognitif. Pourtant, dans les premiers résultats qu'on a, il y a notamment une thèse là-dessus au labo, on a des effets assez positifs du côté des élèves infirmiers-infirmières qui apprennent mieux que lorsqu'ils ont simplement regardé le schéma. Donc il y a bien un gain. Dans la deuxième partie du projet, ce qui est prévu, c'est qu'il y ait de l'intelligence artificielle, d'où la présence du labo d'informatique, qui interprétera en temps réel le dessin des apprenants pour être capable de leur dire si la vertèbre est mal placée ou s'il manque un élément, etc. Donc c'est de l'IA qui sera capable de donner des feedbacks en temps réel aux apprenants. L'idée, c'est qu'évidemment, il y a toute une littérature qui montre que la présence de feedback influence de manière très forte la qualité des apprentissages. Bon, l'idée, c'est évidemment pas de remplacer les formateurs, mais de se dire qu'un formateur, il ne peut pas être derrière chaque étudiant qui dessine, quoi. Et donc là, il y a un support, une aide de l'outil numérique. Alors, vous voyez que je ne suis pas allé du côté de tout ce qui est réalité virtuelle, enfin tout ce qui est innovant. J'ai pris des technologies numériques bien établies. Les vidéos, elles sont utilisées depuis longtemps, mais elles ont été surutilisées pendant la période de confinement. Et il y a beaucoup de vidéos qui ont été proposées. Alors évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher, je suis allé voir ce qui avait été fait par l'Institut. J'en ai trouvé une, par exemple, sur un tutoriel lié à la fausse route et aux gestes qui sauvent. Et donc, là, on voit que, par exemple, dans cette vidéo, alors je n'ai pas mis la vidéo, j'ai mis que des extraits, des copies d'écran, mais on voit que, par exemple, ça a été renforcé par du texte, ce qui est une très bonne idée, je vous le dirai. Et il y a une partie qui est une partie, en fait, animation, qui partage certains aspects avec la vidéo, c'est-à-dire le caractère un peu éphémère de l'information, hein, ça va vite, etc., mais qui permet de montrer des choses qu'on ne peut pas montrer autrement. Alors, est-ce que c'est efficace d'utiliser des vidéos plutôt que des bons vieux supports statiques, des images, etc., qu'on trouvait dans les manuels? Alors là, pour ceux que ça intéresse, il y a une revue de questions assez intéressante aussi dans le domaine de l'éducation en sciences infirmières qui vient de sortir. Alors, la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on utilise des vidéos ou des illustrateurs? Alors, il se trouve qu'il y a quelques années, j'avais un de mes doctorants qui était aussi formateur Croix-Rouge, et on a travaillé sur la première version des gestes qui sauvent, hein, le DVD qui commence à dater un peu, on avait travaillé sur la comparaison statique-dynamique, c'est-à-dire soit en extrayant la vidéo, soit avec des images statiques, et on a comparé les performances d'apprenants sur ces supports. Qu'est-ce qu'on a constaté en termes d'apprentissage? C'est qu'effectivement, il y a bien l'avantage des vidéos, mais que le meilleur support, celui dans lequel ils apprenaient mieux, c'est quand on cumulait les deux supports. Vous voyez, quand je dis qu'il ne faut pas forcément opposer les technos numériques aux autres, en fait, un des inconvénients du numérique, et en tout cas des vidéos, c'est que c'est extrêmement complexe pour les apprenants de repérer la structure des contenus. Et ce qui est montré, alors je vais peut-être passer, il me reste peu de temps, je vais passer la partie animation. Ce qui est montré, c'est que les vidéos pédagogiques peuvent entraîner parfois une surcharge cognitive. Pourquoi? Parce qu'en fait, la structure du contenu est cachée. Quand on est sur une procédure, dans une procédure, il faut mémoriser l'ordre des étapes. Or, elle n'est pas saillante dans les vidéos. Par contre, ce qui est très saillant, c'est les gestes eux-mêmes. Si vous avez essayé de faire des fois un origami à partir d'images statiques, vous voyez à quel point c'est difficile. À partir d'une vidéo, c'est beaucoup plus facile. Il y a moins d'inférences à faire. Donc la structure du contenu est cachée. C'est pour ça que je disais que c'est une très bonne idée d'avoir rajouté du texte. On a fait aussi, nous, d'autres études où on a ajouté, par exemple, des sommaires sur les côtés, etc. Donc il faut vraiment aller vers des outils qui permettent de montrer la structuration du contenu en vidéo pour que ça fonctionne.
C'est aussi un flux continu d'informations. Une information chasse l'autre. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on se dit, ben oui, mais en fait, pas tant que ça, parce qu'il y a des pauses possibles dans les vidéos. Les étudiants vont l'arrêter quand ils sont en surcharge. Là, l'étude qui est à l'écran, c'est un autre médoctorant qui était, lui, formateur pour des kinés. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a mesuré, en fait, le nombre de fois où les étudiants arrêtaient la vidéo. Là, c'était une vidéo sur l'apprentissage de la réalisation d'une orthèse, en fait, donc avec le plan, etc. Et donc, il a constaté que, même si le bouton pause était présent, les étudiants ne l'utilisaient quasiment jamais. 2 fois sur une vidéo de 6 minutes, et en moyenne 1 seconde à 2 secondes de pause. Ce qui fait qu'en fait, ils étaient vraiment en situation de surcharge. Ce qu'il a fait, lui, en tant que formateur, c'est qu'il a segmenté la vidéo lui-même, il en a fait des morceaux. Est-ce que ça marche? Ben, vous voyez que vidéo non interactive, c'est sans pause, vidéo interactive, ça ne change rien, les étudiants ne l'ont pas utilisé. Par contre, quand on ajoute de la vidéo segmentée, vous voyez, il a fait lui-même, il a imposé les pauses, en fait. Bien là, ça fonctionne. Et là, c'était sur une tâche procédurale classique. Voilà, il me reste 28 secondes pour terminer et être pile dans les temps. Alors, si je reviens à la question qui était celle de départ, vous voyez, qui était finalement carte ou GPS. Vous avez vu que la manière dont j'ai évolué dans la présentation va clairement sur l'idée de ne pas les opposer, mais de chercher à améliorer les 2 types de dispositifs. On s'est tous énervés après des cartes routières qu'on n'arrivait pas à replier. On s'est tous retrouvés sur un petit chemin de montagne avec un GPS alors qu'il y avait une belle départementale à côté. Donc l'idée, c'est sûrement plutôt d'aller, et c'est les travaux qu'on mène nous en ce moment, vers une amélioration des dispositifs numériques pour qu'ils soient plus compatibles avec le fonctionnement cognitif humain. C'est ce qu'on appelle l'ergonomie des documents. Hein. Et donc, il y a des travaux, par exemple, en ce moment, qui portent sur la réalité virtuelle, sur les jeux sérieux, qui vont dans ce sens-là, qui disent c'est important à un moment de comparer les supports numériques aux autres, mais maintenant, il faut aller vers une optimisation de ces supports. C'est ce qu'on appelle l'approche par valeur ajoutée de ces médias. Voilà. Je vous remercie de votre attention.